Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. Donc je suis Tada et on se retrouve pour l'épisode 2 du journal de bord. Donc mes achats manga, mes lectures manga et mes lectures numériques de la semaine passée pour cette semaine-là. Donc tous les achats que j'ai faits, je les ai achetés la semaine dernière, je les ai lus cette semaine et je vous en parle là. Donc les achats de cette semaine, vous les aurez la semaine prochaine, etc. etc. Pareil pour la médiathèque. J'ai pas mal de très bonnes séries médiathèques qui d'ailleurs arrivent, mais celles d'aujourd'hui sont déjà très cool, je pense qu'on pourra en parler. Je vais commencer par mes achats manga, donc de la semaine dernière, je vous laisse avec le générique, et donc on est parti. Juste avant de parler du premier achat déjà, merci de tous vos retours pour le dernier épisode qui a très bien marché. Pour le coup, vous êtes beaucoup à avoir eu des très bons commentaires, et on va dire que c'était vraiment un format qui vous plaisait. Je pense que c'est parce que j'ai plus le temps de parler des bouquins. Et moi ça me plaît aussi parce que le format 20 minutes à peu près, parler des bouquins que j'ai lus c'est pas trop mal. Donc en achat on va commencer avec l'Ère des Cristaux, le tome 8 et le tome 9. Bon, vous vous en rappelez, le tome 6, tome 7, j'avais dit que j'étais plus trop dedans et malheureusement j'avais commandé ces tomes là. Alors effectivement il y a des très grosses révélations de ce tome 8, l'histoire avance énormément d'un coup, mais pendant peut-être 2 chapitres, et malheureusement pour la série, c'est une fin pour moi, c'est un échec, c'est-à-dire que je continuerai pas. Voilà. Malgré les révélations, donc allez, on va dire qu'il y a à peu près ça de révélations sur le tome, voilà. Tout le reste du tome, c'est à nouveau les travers, les travers. Moi, c'est en tout cas ce que je n'aime pas dans l'Ère des Cristaux de Haruko Ichikawa, c'est-à-dire beaucoup trop de sentimentalisme dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un monde qui est absolument magnifique, on a un récit univers qui est trop bien pensé, les révélations sont ultra intéressantes, et non, on retombe dans tout ce qui va être traitement de l'autre, l'acceptation, etc., de nos différences, de plein de choses, et en fait, voilà, moi ça me... Alors, ce tome-là prend une dimension beaucoup plus science-fiction, pour le coup, que les autres, qui étaient un peu plus fantaisistes. Et moi j'aurais dû aimer la partie science-fiction, les révélations me plaisent, mais le problème c'est que les révélations n'ont rien à faire là. Ceux qui l'ont lu, on a enfin le twist des grands méchants, concrètement, sans spoiler, et je trouve ce twist, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'ils sont méchants du coup? Voilà, la révélation du truc c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il n'y a aucune raison de le faire. Voilà, c'est... Et en fait, malheureusement, je trouve que tout est trop gratuit dans ces tomes-là. Le sentimentalisme exacerbé, personnellement, me saoule. On sait pas où on va. J'arrive même pas à déceler le but en fait de tout ça. Quel est le but de cette histoire? Alors je sais, le but ça va être pour les cristaux de retrouver un peu une espèce de part d'humanité qu'ils auraient perdue, mais... Pour moi, il n'y a aucun intérêt, en fait, là où on en est. Évidemment, c'est encore une fois mon avis. Je trouve ça relativement plat, relativement lent, relativement oubliable. Voilà, j'ai pas... En fait, je n'achèterai pas le tome 10 et le tome 11, malheureusement. Et globalement, c'est ça, c'est mon avis sur la série, sur ce tome 8, sur ce tome 9. C'est que malgré les révélations, ça suffit pas. Et j'oublie pas que j'ai passé 7 tomes avant à m'ennuyer personnellement dans ma lecture et à m'endormir à moitié. Donc pour l'Ère des Cristaux, malheureusement, c'est une fin de course. Voilà, ça va être revendu. J'avais des très bons espoirs dessus. Et finalement, pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans la vidéo d'avant et dans celle-là, je ne continuerai pas la série. Voilà, donc si vous avez aimé la série, tant mieux pour vous. Écoutez, sinon, si vous voulez la commencer, il y aura mon lot d'occasion bientôt. Et voilà. D'ailleurs, en parlant d'occasion, je remercie ceux qui ont utilisé le code Rakuten. J'ai eu pas mal de... J'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu 4 ou 5 je crois, d'utiliser, donc merci à vous. Et ceux qui veulent continuer à soutenir la chaîne, évidemment, le code est toujours disponible dans la description. Il vous permet d'avoir 10 € de réduction, voilà, à partir de 20 € d'achat. Et moi, je chope 10 € également. Merci à ceux qui ont fait ça. On va passer à au deuxième achat de cette semaine, c'est Innocent, le tome 2 et le tome 3. Ah, c'est bien ça par contre. Ah, ça je kiffe. Ah, ça c'est pas mal ça. Franchement... Alors j'essaie de vous montrer des planches qui sont pas trop explicites. Mais franchement, voilà. C'est d'une beauté, c'est une... En fait, c'est une maestria technique. C'est-à-dire que Shinichi Sakamoto, il s'est posé, il a dit, je vous montre jusqu'à où on peut pousser la production de manga. D'ailleurs, on le voit à la fin. Il y a énormément
d'assistants, voilà, ici beaucoup de personnes dans son équipe, parce qu'en fait c'est un boulot qui est absolument monstrueux en termes de personnages, etc. Il y avait une super vidéo de Archipel ou Architect, non c'est Archipel, la chaîne YouTube, qui parlait de son travail, qui fait un peu un making-of de comment il fait, et c'était assez impressionnant, parce qu'en fait tous les visages, toutes les coiffures, etc., ils les reproduisent dans plein de poses différentes, ils se font plein d'assets, et ensuite ils les remettent là où ils en ont besoin. Et en fait ils passent beaucoup de temps à faire ça. Et ce qui fait que techniquement il est rapide à produire le manga, mais parce qu'en amont ils ont passé 1 an à créer des centaines d'assets pour toutes les poses d'œil, etc. Et en fait ils ont les squelettes vides et ils mettent tout dessus. C'est aussi peut-être pour ça, peut-être un truc qui pourrait me déranger dans cet tome là, c'est que je trouve que les personnages se ressemblent quand même pas mal. On a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est du coup l'oncle de notre cher Samson. Notre cher Charles-Henri, et en fait son oncle lui ressemble beaucoup à son ami qui est blond également, etc. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit oh c'est quand même dommage qu'ils se ressemblent tous. Alors je pense qu'après ça va changer. Les décors sont toujours aussi somptueux, l'histoire avance et on a enfin on a les premières exécutions, et ce tome 3 lance une certaine exécution, lance une certaine torture qui va être, je pense, horrible à voir. Je pense que ça va être à gerber, honnêtement. Mais j'attends de voir, voilà. Pour les plus accrochés, on a vraiment, c'est très très explicite. Moi je conseillerais plutôt le manga au moins minimum 16 ans. Et si ce n'est plus. C'est très violent. Et en fait c'est violent mais c'est réaliste. C'est-à-dire que, par exemple Berserk, c'est extrêmement violent Berserk. Mais tout est monstrueux, tout est... voilà, ça part dans tous les sens en fait. Là, on a vraiment l'impression d'avoir des cours d'anatomie, de découpage du corps, etc. Et c'est relativement gore, relativement dur à lire. Mais c'est sympa. Puis moi, j'aime bien la Révolution française, tout ça. C'est une période qui m'intéresse pas plus que ça d'habitude. Et là, je trouve ça vraiment super intéressant. Et j'ai très très hâte de lire la suite. Et je vous tease, et j'ai la suite. Donc j'en parlerai très probablement dans la vidéo Journal de bande numéro 3. Mais en tout cas, Innocent, ouais, je sais pas où ça va nous mener, je sais pas où Charles-Henri va aller, mais en tout cas, l'histoire avance bien, et l'histoire surtout est dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que ça se base sur des faits réels, et ça, même si ça romance, ça accepte la réalité. Voilà, il y a eu des nobles qui ont été tués, il s'est passé certaines choses à certaines années qui sont reprises dedans, et il se sert de ça pour faire son fil conducteur. Donc franchement Innocent, très très bien. Je trouve ça vraiment vraiment très cool. Et j'ai très très hâte de lire la suite, c'est que en 9 tomes. Donc let's go, écoutez. Et on va passer à la lecture numéro 3, achat. Donc j'ai acheté Deep 3 tome 4. C'était le dernier espoir pour moi d'accrocher ou non à cette série. Série de basket éditée par Mangetsu, écrite par Mitsuhiro Mizuno et dessinée par Yosuke Tobimatsu, traduit par François Boulanger. Ça c'est bien d'avoir le nom du traducteur derrière, je trouve ça bien. Je le rajouterai même ici moi maintenant, tu vois, traduit par ou adapté par, parce que je trouve qu'il y a vraiment des adaptations qui sont absolument magnifiques. Je pense aux traductions de Miyako Slocum qui sont absolument géniales. Et encore une fois, ça va vite, il se passe beaucoup de choses. En un tome, on a je crois 5 ou 6 matchs différents, mais à base de 3 pages par match. En mode, je tire mon panier, je le loupe, on a perdu le match, je tire mon panier, je le mets, on va gagner le match. Et malheureusement, pour un manga sur le basket, je trouve que c'est vide. Voilà, je trouve ça extrêmement vide. Sa maladie, on la voit presque plus finalement. Le design des persos, bon, on en pense ce qu'on veut, mais on voit très peu de sa maladie. En tout cas, elle est là, puis après elle est plus là, puis après elle est re-là, puis en fait elle est là quand ça arrange l'auteur, concrètement. Il n'y a pas vraiment de reconstruction, et pour moi cette série ne sert qu'à satisfaire les fans de NBA d'avoir des références à la NBA. Voilà. Donc moi ça me fait plaisir, je vois les petites références, voilà, à Everson, à tous ces joueurs qui moi me font kiffer, donc pourquoi pas. À Stephen Curry aussi, mais voilà, c'est-à-dire que soit on aura des vrais matchs, soit on aura eu un vrai récit de vie à un moment donné, mais là en fait il y a plein de choses dans le tome 3 et ce tome 4. On a du handicap, on a du match, on a du social, on a du psychologique, on a de l'entraînement, on a de la remise en question, on a du racisme, on a tout ça, et en fait c'est à chaque fois 2, 3, 4 pages par thème, et ça enchaîne, et en fait on s'attarde jamais sur une des thématiques. Et je trouve ça dommage.
En fait, je sais même pas si c'est un manga de sport à proprement parler finalement, parce qu'on les voit pas tant que ça faire de sport. Ils sont plus souvent à discuter et à imaginer des choses qu'à vraiment pratiquer. Donc à voir, je sais pas si je continuerai la série. Le tome 3 m'avait déjà beaucoup déçu, mais celui-là a enfoncé un peu le clou encore. Voilà, je vous remontre un petit peu au niveau dessin, c'est cool dessiner, ça fait un peu plus manga à l'américaine que japonais. Mais il y a des très belles planches, je pense notamment à ce genre de planches, interchapitres, etc. C'est assez joli. Mais encore une fois, vous voyez, ce genre de planche, c'est sur un personnage secondaire, on va le voir un chapitre et après on ne le reverra plus. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour le coup, le soufflet est retombé sur Deepstream. Suite à mon dernier épisode, j'ai décidé d'écouter plusieurs d'entre vous, donc Thibaut il se reconnaîtra, Dark Army et Panda X qui m'ont recommandé Ad Astra qui était déjà dans ma liste, et j'ai trouvé un lot d'occasion avec les 6 premiers tomes, je sais plus, en très bon état, donc merci si c'est un abonné à moi qui passe et qui me les a vendus. Donc l'histoire de Hannibal et de Scipion, donc les guerres de Carthage, Rome versus Carthage, etc. Donc merci à vous de m'avoir conseillé, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, surtout la fin. Le début était très long, un peu chiant, je dois avouer. Beaucoup de dialogues et de mise en place pour plein de trucs, que ce soit la prophétie, que ce soit les différentes tribus, donc les Carthaginois, que ce soit les Romains, les Boïens, etc. Et par contre, dès qu'on a les premières batailles, oh ça sent bon le Kingdom. Oh là là, c'est-à-dire qu'il y a la bataille, il y a un retournement de situation, et là tu te rends compte que tout avait été prévu à la base par un des deux personnages, et t'es en mode... Les stratégies à la Kingdom, voilà, c'est violent par moments, c'est couillu, c'est... moi c'est tout ce que j'aime, hein, c'est de la guerre, quoi, c'est... stratégie et guerre, je trouve ça vraiment incroyable, donc merci à ceux qui me l'ont recommandé, et j'ai vu qu'ils avaient été réimprimés, en tout cas le tome 6 et 7 qui n'était pas trouvable, donc je vais pouvoir finir la série qui est en 9 tomes, tranquillement, et vraiment kiffer. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi l'histoire, c'est un résumé des guerres de Carthage, donc post-Carthage, c'est Sicile je crois, je crois que c'est ça, les Siciliens qui ont perdu... contre Rome, Hannibal est né et va décider de redonner un petit peu une seconde vie à Carthage, et Carthage est un des peuples, les Carthaginois, est un des seuls peuples avec Hannibal à avoir réussi à tenir tête à l'Empire romain avec Astérix, mais ça c'est plus trop réel. Et ça va raconter donc l'histoire de Hannibal comme étant l'antagoniste, et on va suivre ce personnage qui est Scipion, qui va être un jeune soldat romain qui va s'avérer être un très très bon, très fin tacticien. Et donc on va suivre, je pense, l'affrontement entre les deux sur 9 tomes, Hannibal étant le méchant de l'histoire. Et c'est cool, c'est très cool. Alors pour le coup, Scipion, je sais pas s'il a vraiment existé, je pense, mais Hannibal en tout cas, oui, ça fait partie des 7-8 meilleurs stratèges ever avec... qui c'est qu'il y a d'autres stratèges très connus, le stratège chinois, j'ai complètement oublié son nom, Genghis Khan évidemment, Alexandre le Grand, enfin voilà, ça fait partie des personnes qui ont un petit peu marqué l'histoire, parce qu'à une période où Rome dominait tout, c'est un des seuls qui a réussi à les mettre en déroute. Je vous dis pas, alors moi pour le coup je me doute de comment ça va finir, parce que c'est un truc qui me parle. Je vous le dis pas trop, on en parlera peut-être dans les autres reviews, mais en tout cas c'est plutôt bien dessiné. C'est le premier manga de l'auteur, donc Miyachi Kagano, 24 ans, je crois que quand il a écrit ça, 25 ans, je sais plus. Il dessine plutôt bien, ça passe, je pense qu'il va s'améliorer avec les tomes, je pense qu'avec les tomes ça va devenir vraiment vraiment cool. Les covers sont pas belles, on va pas se mentir, j'ai les autres là à côté, elles sont pas très belles les covers, mais à l'intérieur c'est sympa. Les tomes sont relativement gros, c'est chez Kiyun, et pour moi je pense que ça va devenir une reco, mais en tout cas encore une fois merci aux 3 personnes qui me l'ont recommandé. On va passer aux lectures médiathèque. On va commencer par la lecture que j'ai terminée. Donc j'ai fini Maria en 2 tomes de Kazuo Kamimura. J'ai suivi les recommandations de Manga Badass, et je ne sais plus qui était la deuxième personne qui m'avait dit que les 10 Snowblood, si je n'avais pas aimé, je pouvais lire autre chose de Kamimura, parce que c'est le seul manga de samouraï qu'il a fait, je crois, et qu'ensuite il s'est plutôt attaqué à des mœurs de l'époque, et des récits plutôt sentimentalistes, etc. Donc j'ai emprunté, j'ai lu les 2 tomes, là c'est le tome 2, on est sur l'histoire de Maria, cette personne qui est un petit peu détachée de tout, qui est un petit peu solitaire, et qui va tomber amoureuse d'un homme, il va lui arriver malheur dans le tome 1,
et ça va parler de sa vie après. Voilà. Et donc ce tome 2 se passe encore un petit peu après, elle continue à vagabonder dans le pays, à passer d'endroit en endroit, à essayer de se reconstruire, et en fait c'est un petit peu onirique, un petit peu mystique tout ce qui se passe autour de Maria, parce que elle déchaîne les passions, tout en restant très en retrait en fait de l'histoire et de ce qui se passe. Et par moments c'est un manga qui a des fulgurances pour moi de narration, dans la beauté de ses planches, dans les sentiments qui peuvent arriver, ou dans certains de ses textes qui sont absolument magnifiques. Mais globalement, j'ai encore du mal avec le trait de l'auteur. Je trouve qu'on a, et moi particulièrement, du mal à ressentir des choses quand je vais lire ce genre de bouquin. Voilà. J'ai du mal à me projeter dedans, tout comme Tezuka, je l'ai déjà dit, tout comme Umez. J'ai du mal à me projeter dedans. Alors celui-là est passé un peu mieux quand même. Dans le tome 1 notamment, il y a eu 2-3 chapitres, j'étais en mode ah ouais, je comprends tout ça, j'étais beaucoup plus dedans. Mais il est vrai que globalement, je pense que Kamimura c'est pas trop fait pour moi. Voilà. Je pense que c'est fait pour plein de gens, je pense qu'il faut en lire. Globalement, j'en lirai sûrement d'autres, ils en ont d'autres à ma bibliothèque. Mais peut-être Folle Passion, je crois que c'est le prochain que je voulais emprunter. En tout cas, pour Maria, c'était cool. Mais je sais pas, il y a toujours ce truc du trait, du découpage qui est très ancré dans son temps. Voilà, qui fait vraiment années 60-70 dans le manga. Et il y a toujours un truc qui me gêne. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont fans, mais moi il y a un truc qui me gêne. Hein. Il y a quand même un truc qui me gêne. Voilà, je vous remontre encore une dernière planche. Mais bon, je pense qu'avec l'âge, ça viendra. Voilà, c'est comme Tezuka. Hein. Mais cool, très bonne lecture. Dernière lecture pour cette vidéo, malheureusement je n'ai pas lu de lecture numérique, mais on va en parler juste après. Et j'ai commencé En proie au silence de Akane Torikai. Récit, j'allais dire féministe, mais en fait pas tant que ça, qui pose les bonnes questions, on va dire ça plutôt comme ça. C'est un récit qui pose les bonnes questions, on va suivre ce personnage qui s'appelle Misuzu, qui est professeur au lycée, et qui, sans trop spoiler, a une relation peu consentante et forcée avec un homme dans son groupe proche. Voilà, on va pas trop en dire plus là-dessus. Et ça va parler du coup, en premier lieu, du regard des femmes sur la situation, du fait de ne pas s'exprimer, de ne pas dire non, de subir. C'est un manga qui va être dur par moment, notamment le tome 2 ou la fin du tome 1, il y a des moments où j'étais en mode pas facile. C'est très bien dessiné, comme d'habitude avec Akane Torikai, et là où c'est très cool, où ça parle de reconstruction, on va mettre des mots dessus, ça parle de viol. Et là où je trouve ça très cool, c'est qu'on a les deux sexes qui sont représentés, c'est-à-dire qu'on a également un personnage masculin qui va vivre la même chose qu'elle, et ils vont se rencontrer et plus ou moins cramer que l'autre a vécu ça, enfin, du moins j'ai l'impression. Et cette personne masculine, elle aussi, s'est fait violer contre son gré. Et tous les questionnements qu'il va y avoir autour sont assez intéressants. Pour le coup, je dois bien l'avouer, c'est plutôt cool. C'est néanmoins, je pense, un bouquin qui parlera quand même plus aux personnes qui, malheureusement, ont vécu ça, ou à la jante féminine, qui se reconnaîtra dans les deux héroïnes principales. Malgré tout, moi, en tant qu'homme, je trouve ça bien de lire ce genre de bouquin. Déjà parce qu'on a une autrice qui parle de la situation masculine, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le cas des proches qui potentiellement savent ce qui se passe avec ce connard et qui le laissent faire, que ce soit dans le cas d'une personne qui se fait violer, que ce soit dans le cas d'une personne qui subit, une personne qui sait, etc. Enfin, il y a vraiment tout le spectre de la victime, à ceux qui savent, à ceux qui ignorent, d'où le nom du titre, En proie au silence. Et c'est un récit qui va être très fort, je pense que la suite du récit va être encore plus forte, donc à voir comment ils vont gérer ça. Mais en tout cas, très bon bouquin, moi je vous le conseille vraiment énormément, je crois que c'est en 8 tomes, c'est chez Akata. Ça va pas être facile, mais c'est un truc à lire, je pense que c'est un peu d'utilité publique de lire ce genre de bouquin. Ça me fait penser, là en bouquin un petit peu d'utilité, à 17 ans Chronique du Mal de chez Naban. Je pense que c'est un bouquin qu'il faut lire une fois dans sa vie pour prendre conscience. Voilà. C'est important.
de lire ce genre de choses. D'ailleurs, la suite des bouquins de médiathèque a pas été empruntée, mais est marquée indisponible, donc je suppose qu'ils ont dû faire des thématiques ou des tables rondes autour des sujets à porter là-dessus. Et c'est vraiment dans notre époque, c'est un truc qui est important à lire, c'est un truc qu'il faut partager, et c'est un truc dont il faut parler, il ne faut pas faire comme elle, il ne faut pas rester dans le silence. Il faut parler, et en parler à ses proches, en parler à des personnes de confiance, il faut en parler entre nous, il faut en discuter. Et encore une fois, si vous êtes victime de ce genre de choses, si vous connaissez des gens qui le sont, ne vous enfermez pas. Voilà. Trouvez de l'aide là où il y en a. Il y a des numéros, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant par rapport à ça. Je fais un peu de prévention en même temps. Mais voilà, c'est important de lire ça. Donc très très bonne lecture. Je pense que la suite va être encore mieux. Et malgré le fait que ça soit une histoire inventée, il y a quand même beaucoup de choses qui font très réalistes dans le trait de Torikai et dans la façon dont elle raconte les histoires, ce qui peut être dérangeant, donc je remets encore un warning. De toute façon, la plupart des lectures d'aujourd'hui ont eu des warnings, mais voilà, faites attention à peu près à ça. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de lecture numérique cette semaine, tout simplement parce que il y en a qui l'ont remarqué. Il y a une personne qui l'a remarqué, les Blame sont en train de disparaître un par un parce que je les relis. À l'heure actuelle, je suis au tome 4 de cette sublime édition de ce chef-d'œuvre. Que dire? Et c'est même pas un chef-d'œuvre, hein, c'est au-dessus du chef-d'œuvre. Pour moi, Blame, c'est... Voilà. Est-ce que vous voulez que dans ces vidéos journal de bord, je parle également de mes relectures? C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de relire Blame. J'ai prévu de relire du Amer Béton, du Girl Last Tour et d'autres séries que vous avez peut-être pas connues si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou du moins que vous avez peut-être pas connues si vous êtes arrivé récemment, si vous n'écoutez pas les podcasts, que c'est souvent des lectures dont je parle dans les podcasts. Si ça vous intéresse que je parle de mes relectures, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez un petit dinosaure, voilà. Mettez un petit emoji dinosaure, et je saurai... D'ailleurs, on va faire ça. Mettez un emoji dinosaure si vous voulez que du coup je reprenne mes relectures, et mettez un emoji tracteur si vous avez lu au moins une des lectures que j'ai lues cette semaine et si vous l'avez apprécié. Sinon écrivez-le, hein. Mais voilà, on va essayer de faire un peu d'interaction. Et je pense qu'à partir de l'épisode prochain, j'essaierai de vous faire deviner un petit peu les lectures et deviner un petit peu ce que j'en ai pensé avant de le dire. Ça pourrait être marrant d'avoir ce petit jeu. Je crois qu'Authentique fait déjà ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc je vais un peu pomper, mais voilà, je trouve ça cool. En tout cas, pour mes lectures, c'est bon. J'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, que ça aurait été un peu plus long que d'habitude pour... je m'étale plus sur ces formats-là, je crois que c'est ça qui vous plaît. Donc très cool. On a dépassé les 1300 abonnés, je crois, 1300 et quelques. Donc en route pour les 1400, 1500, on espérera plus tard. N'hésitez pas toujours à utiliser donc le code Rakuten, à aller écouter donc le podcast de Case en Case, qui reprend du service et qui va d'ailleurs bientôt être encore mieux. J'arrive la semaine prochaine avec beaucoup d'achats, je pense, beaucoup de lectures, moins de médiathèque, parce que il y a la suite d'Ad Astra, il y a 2-3 one-shots qui sont sortis, donc je pense que ça va lire ça. Dites-moi pour les relectures, abonnez-vous, partagez la vidéo comme d'hab, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Tada, ciao.